Popek. Je veux bien qu'on rit, mais pas qu'on se moque. Une drôle de vie. Jean-Claude Lattès, 1985. À mon père qui en aurait souri, sinon qu'il me pardonne. Celui qui, possédant le savoir, ne le transmet pas à celui qui ne sait rien, ne mérite pas de savoir ce que celui qui ne sait rien ignore. Ni Spinoza, ni Pierre Dac. Popek. Première partie. D'où viens-tu, Popek ? 1. On n'est pas des sauvages tout de même. Je suis né le 18 mai 1936 à Paris. Avec ou sans accent, je ne m'en souviens plus. Eh oui, je suis française autant que vous. Je fus prénommé Joutka. Si quelqu'un se nomme ainsi, qu'il se fasse connaître, je me sentirai moins seul. Dès que je vis le jour, la température extérieure me parut si fraîche et la lumière du jour m'aveugla tant que je fis des efforts désespérés pour regagner l'intérieur du ventre de ma mère. Le peu que j'avais aperçu du monde ne me donnait nullement l'envie de le connaître davantage. Aussi je résistai autant que je pus, mais ma mère, qui en avait sans doute assez de mes sautes d'humeur, m'expulsa. Après avoir poussé un grand cri, j'ai dû m'évanouir, car je ne me souviens plus de rien, jusqu'au jour où je me suis réveillé au 36 de la rue de Rochechouart, au 6e étage sans ascenseur. C'est là que ma mère, polonaise née à Varsovie, modéliste pour chapeau, vivait. C'est là aussi où, dès que je fus en âge de marcher, mon père venait me prendre pour me trimballer d'un hôtel à l'autre chaque fois qu'il se disputait avec ma mère. Il prétendait récupérer ainsi ce qui lui appartenait. J'étais son fils unique. Il avait déjà eu 2 filles d'un précédent mariage. Lui-même était le seul garçon entre 2 sœurs. Longtemps, il avait cru qu'il serait le dernier à porter son nom. Ma mère était de 24 heures plus jeune que papa. 24 ans. Maman avait l'âge des filles de mon père nées en Angleterre. Mes 2 demi-sœurs, Berthe et Lily, étaient mes aînées respectivement de 29 et 34 ans. Mon père, lui, entrait dans sa 57e année lors de ma naissance. Grâce à Dieu, il était sain de corps et d'esprit. J'en suis la preuve, même si mon esprit est simple. Et, sans remonter jusqu'à Abraham, qui eut un fils à 80 ans, le grand Chaplin, Charlot, fit, lui aussi, mieux que papa. Mon père m'appelait Tatélé. Il me lavait chaque soir des pieds à la tête, m'enveloppait dans des serviettes chaudes, me couchait près de lui dans sa petite chambre d'hôtel du 38 boulevard de Magenta, là encore au 6e étage sans ascenseur, et m'endormait en me racontant les histoires de Monsieur Chien et Madame Chat, lesquels se donnaient rendez-vous chaque soir au square d'Anvers pour aller s'offrir le cinéma sur les grands boulevards. Papa commençait toujours ainsi l'épisode. « Bonjour Madame Chat, on va au cinéma ce soir ?»« Oui, Monsieur Chien, à condition de ne pas lever la patte à tous les coins de rue pour faire pipi. » Quand je refusais d'aller dormir, papa appelait Mutschforz, le loup, qu'il menaçait de faire venir. « Écoute, tu l'entends ? Chut, il est derrière la porte. Oui, monsieur loup, il va être obéissant tout de suite. » Beaucoup de dames peuplent les souvenirs de ma première enfance. Ces dames chez qui mon père m'emmenait afin de s'entendre complimenter. Comme il est mignon, c'est tout le portrait de son papa. J'étais chaque fois gratifié d'une pièce de monnaie. Une fois sorti, je tendais l'argent à mon père. « J'ai va te la mettre de côté, ta télé. Elle est gentille, cette dame-là. On reviendra la voir. » Mon père était natif de Ploesti, en Roumanie. Il émigra avec sa mère et ses 2 sœurs. Il voulait aller en Amérique, mais il souffrait à cette époque de conjonctivite, considérée comme maladie contagieuse. Il fut refoulé au bureau d'immigration. Sans cette conjonctivite, je serais américain. À tous les émigrés venant de l'Est, le préposé à l'immigration pose la même question. Vous jurez de n'être pas communiste, qu'il n'y en a pas dans votre famille. Levez la main droite, posez la gauche sur cette Bible. Attendez, répond Mosché, confectionneur, et se tournant vers sa femme. Est-ce qu'on a des communistes dans la famille ? On a, répond Sarah. Et si on n'a pas ici, on a en réserve. Interdit d'Amérique, mon père tenta sa chance en Angleterre où il avait une cousine. Sa conjonctivite avait disparu. Il se maria en Angleterre et eut 2 filles, Berthe et Lily. Mais mon père ne se plaisait pas en Angleterre, il avait la bougeotte aiguë. Laissant sa femme et ses filles à Londres, il vint à Paris. Voir Paris et mourir, leur écrivait-il. Il y fit venir ses parents et demanda la naturalisation française. Il l'obtint, avant son incorporation parmi les 2 millions d'appelés de la guerre 14-18. C'est terrible la guerre, papa. La guerre, non. Ce qui est terrible, c'est le bruit que ça fait. Ma demi-sœur Lily m'a raconté qu'il avait été autorisé lors de sa première permission à se rendre à Londres pour voir sa femme et ses 2 filles. Il fit le voyage en uniforme du 54e régiment d'infanterie basé à Laval. Pourquoi en uniforme ? Pour payer moins cher. Il fut ainsi le premier soldat français débarquant à Londres depuis le début des hostilités.
Les Anglais l'arrêtaient dans la rue, lui demandaient un autographe, lui offraient qui une pièce de monnaie, qui une brioche, et c'est les bras chargés qu'il fut introduit dans la classe où étudiaient ses filles. La directrice fit entonner la Marseillaise, en anglais bien sûr. Moïse, très pieux, portant barbe et schreitnel, le chapeau noir à large bord de fourrure des orthodoxes, débarque à Londres, venant de Pologne. Son frère Simon l'attend sur le quai. Après les embrassades, Simon dit à son frère qu'il va l'introduire dans le petit monde de l'aristocratie anglaise. Mais, fait-il observer à Moïse, ici ta tenue est shocking. Tu ne pourras pas rester habillé avec ce manteau rapiécé et trop long, garder cette barbe de 100 ans et ce chapeau avec ses paillesses. It is ridiculous. Moïse, qui a écouté Simon, est au bord de l'apoplexie. Honte à toi, mon frère, qui a renié ta religion et tous ses principes. Moïse, répond Simon. On peut tenir au principe de sa religion et moderniser sa tenue. Le grand Moïse n'était pas vêtu non plus comme tu l'es aujourd'hui. Tiens, voici un carnet de chèques à ton nom. Prends-toi une chambre à Londres et vis comme il te plaira. J'accepte ton argent, répond Moïse. Indique-moi seulement où se trouve la synagogue. J'irai prier l'Éternel pour toi. Adieu. Simon reste sans nouvelles de son frère. Toutefois, le compte en banque mis à sa disposition est ponctionné régulièrement. 6 mois plus tard, se promenant devant le palais de Buckingham, Simon tombe en arrêt devant son frère, Moïse, rasé de près, coiffé d'un melon et habillé comme un lord. Moïse est gêné, mais son frère exulte. « Moïse, mon frère, je comprends pourquoi tu n'osais plus me revoir après ce que tu m'as reproché. Viens, allons au pub fêter nos retrouvailles. » Attablés tous deux devant un verre de brandy, Simon interroge Moïse. « Alors, dis-moi, comment trouves-tu la vie en Angleterre ?»« Je m'y plais pas mal, répond Moïse. Mais vois-tu, Simon, quel dommage que nous ayons perdu les Indes. » Des 2 sœurs de mon père, je n'en ai connu qu'une. Elle veillait sur lui comme une mère. Avant de me tendre un gâteau, elle me disait toujours « Ingele, petit garçon, tu as encore fait le mauvais sang à papa. À cause de toi, il a des soucis, il a perdu les cheveux. Mais, tata, je lui en achèterai d'autres quand je serai grand. Alors tiens, voilà le gâteau, mais sois gentil avec papa. » Et elle m'embrassait, ce que j'appréciais peu. Elle avait le poil au menton plus dur que la moustache de papa. Mon père s'était fâché à vie avec sa sœur aînée, car elle n'avait pas voulu donner son fils en mariage à Berthe, l'une de mes demi-sœurs, qui en était amoureuse. Bien des années plus tard, il ressassait toujours sa rancune, même en présence du mari de Berthe, Armand, tailleur de son métier, qui fut dévoué à mon père jusqu'à sa mort, comme pour s'excuser de n'être pas le mari tant souhaité. « Vous, je vous aime bien, lui disait papa, mais lui, je l'aimais comme un fils, et cette saleté de mère, elle me verra même pas les jours de son enterrement. » Il tint parole. Lorsqu'elle mourut, à 89 ans, il n'assista pas aux funérailles, ce que le fils de la défunte ne lui pardonna pas. C'est ainsi que personne ne vit plus personne. 2. Ma campagne de 40. En 1940, les petits Parisiens furent envoyés dans les colonies hors de la capitale, car l'on craignait que Paris ne subisse le sort de Varsovie. Je me retrouvai donc, une plaque d'identité épinglée sur mon veston, dans un home d'enfants à Montmorency. J'y fus conduit par ma mère. Je me souviens que je hurlais lorsqu'elle dut me quitter et que je m'accrochais à son manteau, tout en donnant des coups de pied au directeur qui tenait à la rassurer. « Partez tranquille, madame, il se calmera. » Ma mère partit, il m'enferma dans la cave. J'ai fini par m'habituer au home d'enfants. J'allais devoir en fréquenter beaucoup d'autres. Je fus ensuite envoyé au château de Chaumont, dans la Creuse, en zone libre. C'était en 1940. J'avais à peine 4 ans, et à cet âge, on prend la guerre pour un beau feu d'artifice. La première fois que mon père vint me voir, il arriva à ce que je ne pouvais comprendre, exténué. Son voyage lui avait pris plus d'1 semaine, à pied, à cheval et en train. C'était l'exode. Ma mère, elle, n'avait pas voulu quitter Paris. Elle disait qu'elle attendait les Boches, chez elle, la casserole à la main. Le train dans lequel mon père était monté était bondé de militaires faisant retraite et de civils en fuite. Ils parcoururent moins de 100 kilomètres en 3 jours, mais personne n'osait descendre, de peur de ne pas retrouver un autre train. C'est en gare de Toury, près d'Orléans, que le convoi fut mitraillé par la chasse allemande et italienne. Il y eut de nombreux morts, car les wagons en bois étaient facilement traversés par les balles des mitrailleuses. Dès le début de l'attaque, papa était descendu s'aplatir sous la locomotive. Il continua à pied. Lorsqu'il arriva dans la Creuse, il avait une confortable avance sur ses poursuivants, chargés, eux, de valises, d'argenterie, de lingerie. Mon père, la fuite en avant, il connaissait. Entraîné à la marche à pied depuis des millénaires, papa aurait pu gagner le marathon olympique de l'Exode, une valise dans chaque main. Il fut arrêté sur la route de Guéret. L'appareil photo en bandoulière, il avait demandé son chemin à un paysan, lequel fonça prévenir les gendarmes qu'un homme à l'accent allemand, muni d'un appareil photo, prenait des renseignements sur la région. Aussitôt, l'espion fut intercepté,
pris en flagrant délit de photographier une vache. Il fut amené manu militari à la gendarmerie. L'espion prétendait qu'il venait voir son fils dans une maison d'enfants. Un homme de 60 ans, à l'accent teuton, qui aurait un enfant en bas âge en pension ici, avec en plus sur ses papiers un nom à coucher dehors, c'était suffisamment suspect. On commença par dresser procès-verbal, nom, prénom et qualité. Sur ces entrefaites, le maire, un brave homme un peu plus réfléchi, commença par demander aux gendarmes si l'on avait vérifié les dires du dit espion concernant son fils. C'est pourquoi mon père arriva au château de Chaumont le lendemain matin, dans une charrette à bœufs, en compagnie du maire qui l'avait fait loger dans un hôtel pour la nuit. Au château, mon père se heurta 7 fois à la directrice. En effet, si tous les enfants jouaient dans le parc, un seul restait attablé dans l'immense salle à manger, devant un horrible bol de lait froid plein de crème. La directrice avait décrété que mon père ne pourrait me voir que lorsque j'aurais vidé mon bol de lait. Je restais là à bouder. Même la présence de mon père, que j'apercevais derrière la porte vitrée, ne me décidait pas à avaler mon lait. Et tandis que je restais là, à regarder la crème s'épaissir, au bord de la nausée, 2 petits bras se tendirent de part et d'autre de mon cou, saisirent mon bol, je le retrouvai devant moi miraculeusement vidé. Pendant que mon petit bienfaiteur se sauvait à toutes jambes, j'entendis la voix de mon père appelant la directrice. « Madame, mon fils, il en a fini son lait. » Et la directrice de me dire « Tu vois que tu peux avoir de la bonne volonté. » Papa avait soudoyé un camarade à l'aide de bonbons qu'il avait toujours dans ses poches. Il évoqua souvent cette histoire comme un fait d'armes, et me donna sans le savoir le goût des petits mensonges qui deviendront grands. La propriétaire du château de Chaumont était une vieille dame veuve qui s'était retirée dans une dépendance du château, à l'extrémité du parc. Je ne sais comment mon père avait réussi à s'introduire chez elle, mais chaque fois qu'il arrivait, il s'y rendait directement, puis l'envoyait me chercher au château. Je me revois dans cette maison, mon père m'attendant assis près d'une grande cheminée de pierre, un colis grand ouvert à mon intention. C'est chez cette dame que j'allais chaque jour chercher ma ration quotidienne de friandises. Papa, qui était très rancunier, n'avait pas pardonné à la directrice de l'avoir privé de son fils, ne serait-ce qu'un quart d'heure pour un bol de lait. Il ne lui adressait plus la parole, et c'était la propriétaire qui lui servait d'intermédiaire, grisée peut-être par ce petit homme qui venait lui conter l'air de Paris, et qui sentait bon l'eau de Cologne des Galeries Lafayette. Au début de l'année 1942, il me ramena à Paris, toujours dans l'hôtel du boulevard de Magenta. Il n'habitait pas avec ma mère, laquelle venait parfois nous apporter de la nourriture. Il ne s'entendait plus. J'étais, entre eux deux, le seul lien. Après un voyage interminable qui dura 3 jours, je découvris dans la capitale des soldats verts aux bottes noires. Je criai en les montrant du doigt. Mon père me fit les gros yeux, un doigt dressé devant la bouche. Pour sûr, papa ne devait pas avoir la conscience tranquille. En 1942, les lois antisémites avaient été intensifiées. On ne devait plus se trouver dans la rue après 7 heures du soir. Mon père et moi, assis sur un banc face à l'hôtel du boulevard de Magenta, attendions 7 heures. Puis nous montions nous coucher, après avoir pris notre plat de résistance, un gros oignon que papa découpait en petits morceaux, qu'il faisait frire sur le poêle à charbon, et que nous étalions sur une tranche de pain gris comme un tablier d'écolier. Le tout arrosé d'une bouteille d'eau, où il avait fait dissoudre un sachet de litinès du docteur Gustin, le Vichy de l'époque, sans jeu de mots bien entendu. Le matin, l'accès au café était autorisé jusqu'à 8 heures. Mon père m'y emmenait, prenait son café qui était servi dans un verre à pied. Il sortait de sa poche une petite boîte noire où il prenait 2 pastilles blanches qui fondaient dans le jus et lui donnaient un goût sucré. Après avoir mangé mon bretzel, délicieux croissant qui ne fondait dans la bouche qu'après avoir été longuement broyé par les dents, lorsque ce n'était pas le bretzel qui les broyait, mon père m'emmenait à l'école, derrière la rue de l'Ancry. Pour, me disait-il, que tu apprendes à lire et à écrire aussi bien que papa. Un matin, tout le quartier fut bouclé pour une rafle. 2 autobus étaient stationnés devant la mairie du 10e arrondissement et on y faisait monter les hommes, les femmes et les enfants. Autour des autobus, des parents, des amis, des voisins se rassemblaient. « Où est-ce qu'on vous emmène ?» Et des voix répondaient, sarcastiques, « À Pichipoy, pays de nulle part. » Une autre fois, papa dut montrer ses papiers, alors qu'on nous servait un repas dans un foyer israélite. Beaucoup durent l'interrompre et suivre des messieurs en civil. En ce début d'année 1942, les juifs français naturalisés avant 1930 n'étaient pas encore inquiétés, ce qui explique le sursis accordé à mon père. La chance fit le reste. Ma mère, elle, bien que française par son mariage, n'eut pas cette chance. Elle n'était en France que depuis peu, et les juifs polonais étaient les plus visés, facilement repérés qu'ils étaient par leur accent. J'ai appris plus tard par sa voisine, Madame Chapandrian, qu'elle avait été prévenue qu'une rafle aurait lieu dans l'immeuble. Mais, au lieu de s'en inquiéter, elle déclara d'une voix forte qu'elle n'avait rien à se reprocher, et que les trafiquants du marché noir ne pouvaient pas en dire autant, que les Allemands avaient d'autres chats à fouetter, notamment en Russie,
et qui n'allaient pas perdre leur temps à monter au 6e étage de la rue de Rochechouart pour venir y arrêter une modéliste pour chapeau en chômage forcé. Pourtant, la presse de l'époque distillait chaque jour sa dose de haine, désignant le juif comme fauteur de guerre et affameur du peuple. Mais ma mère lisait-elle seulement les journaux? Tout ce que je sais d'autre, je l'ai lu dans le livre de Serge Klarsfeld sur le mémorial de la déportation, répertoriant plus de 75 000 noms. Il indique que ma mère, arrêtée au mois de mai 1942, quitta Drancy par le 3e convoi, pour Auschwitz, le 22 juin 1942. Longtemps, mon père continua à me parler de ma mère comme si elle devait revenir. Sa place est ici plus qu'est la mienne, avait-il coutume de dire, comme s'il se reprochait quelque responsabilité dans sa disparition. Il y a quelques années, je suis passé devant le 36 de la rue de Rochechouart. Je voulais me recueillir là où ma mère avait vécu. J'ai franchi la grande porte cochère, reconnu la vieille cour pavée, levé les yeux sur la lucarne du 6e étage, d'où je lançais les petites cuillères dans la cour. La lucarne voisine était celle de Blanche, femme de l'un des assistants du cinéaste Julien Duvivier. Elle m'avait emmené pour figurer dans un groupe d'enfants pour La Charrette fantôme. Le seul souvenir qui m'en reste est l'éblouissement des gros projecteurs. Je grimpais lentement les escaliers au mur sale, retrouvant les odeurs d'un passé lointain. Arrivé devant la porte, la dernière au fond du couloir, je restais là, à méditer. Je revoyais Blanche, la voisine de palier, toujours prête à me tendre un biscuit, et les pigeons qui venaient picorer à sa lucarne. Plongé dans mes souvenirs, je n'entendis pas venir la concierge qui avait dû me suivre sournoisement. « Vous cherchez quelqu'un ? J'ai habité ici il y a longtemps. Ça m'étonnerait. J'étais tout gosse. Oui, eh bien, si vous ne connaissez personne, vous n'avez rien à faire dans l'immeuble. » Elle avait raison, cette dame. Un individu qui monte lentement l'escalier, scrute les murs, les fenêtres, s'attarde devant une porte, prépare sans doute un mauvais coup. Et je m'éloignais sous l'œil soupçonneux de la gardienne. Je ne suis jamais revenu au 36 de la rue de Rochechouart. À cette époque, l'OSE, œuvre de secours aux enfants, organisation clandestine en temps de guerre, dispersa au péril de la vie de ses membres les enfants dans les campagnes, chez des particuliers qui acceptaient de les héberger. C'étaient souvent les familles les plus démunies qui se proposaient, en échange d'une pension mensuelle. Beaucoup d'enfants furent ainsi sauvés, grâce à cette entraide. En novembre 1942, une assistante de l'OSE vint me chercher chez mon père. Je me retrouvais dans un petit village au nord de Paris. La famille était très modeste. Le père était grand invalide de la guerre 14-18. Nous passions des heures interminables dans les champs, à remplir des paniers d'herbes pour les lapins. Si la nourriture à Paris était devenue rare et les files interminables devant les magasins d'alimentation, à la campagne, chacun vivait plutôt bien, grâce aux petits lopins de terre qui permettaient la culture de fruits et légumes. Les topinambours, rutabagas, citrouilles et de rares pommes de terre constituaient le plat principal, malgré les dorifores que même la victoire de 1945 n'a pas réussi à anéantir. Beaucoup faisaient leur pain eux-mêmes. Ma nourrice ne le découpait jamais avant d'avoir tracé une croix au couteau sur la croûte. Je me souviens que je m'en régalais comme d'une tranche de gâteau. Pour ce qui était de la viande, le cochon était en réserve, à l'abri des regards de l'ennemi. Il y avait des canards, des lapins et quelques poules, lesquels bénéficiaient d'un statut de faveur tant leurs œufs étaient appréciés. À Paris, ce n'était pas la grande famine de 1870, mais l'huile, le café, le sucre, le beurre et autres produits ne se trouvaient bien souvent qu'au marché noir. Comme disait papa, « Pardon monsieur, pour aller au marché noir, c'est de quel côté ?» Grâce à ces braves gens, je ne mourais pas de faim. Papa venait me voir souvent, au mépris du danger, dissimulant en gardant la main sur son veston l'étoile jaune qui décorait sa boutonnière. Il faut dire qu'avec son costume 3 pièces et son chapeau, son visage doux de patriarche bien de chez nous, ses tempes grisonnantes, papa avait une bonne tête, pas celle du juif tel qu'on le montrait sur les affiches de la grande exposition à Paris, destinée à apprendre à reconnaître un arien d'un sémite. Le musée de l'homme du Trocadéro a dû avoir en cette période une baisse de fréquentation due à cette abjecte concurrence. À ce racisme-là, ni pardon, ni oubli. Lorsque papa venait, c'était pour moi une joie immense, et je me doute aujourd'hui que la séparation le soir devait être encore plus pénible pour lui que pour moi. Il m'emmenait promener dans les bois. Là, à l'abri des regards, il sortait de la poche de son veston une tablette de chocolat noir et un pain d'épices qu'il avait échangé contre ses propres tickets de pain. Je devais engloutir ces gourmandises avant notre retour, car mon père avait l'amour égoïste. Ce qui était pour son fils n'était pas à partager avec d'autres. 20 ans plus tard, il avait encore la même attitude, et, lorsqu'il venait à la maison, les friandises qu'il apportait étaient d'abord pour moi. Il était prêt à taper sur la main de son petit-fils si celui-ci l'avançait pour prendre un gâteau qui m'était destiné. Ma croyance en Dieu remonte à cette époque, où des millions d'hommes et de femmes perdaient l'espoir et doutaient qu'il y en eût un. Il y avait parfois, à l'école du village où j'étais réfugié,
des visites d'inspecteurs départementaux accompagnés de personnalités pas toujours bien intentionnées, qui posaient des questions aux élèves sur leurs origines. Averti de ces inspections, le directeur de l'école suggérait à mes parents nourriciers de me garder pour la matinée, ou bien, lorsque cette visite avait lieu à l'improviste, m'envoyer à l'église située face à l'école. Le curé me gardait le temps de l'inspection. Il me prenait sur ses genoux et me montrait en les nommant les saints sur les vitraux multicolores. Et là, sur la grande croix, c'est Jésus-Christ, me disait-il. Il voit tout, entend tout, particulièrement lorsqu'on ment. Tu ne mens pas, toi. Des fois. Mais c'est pour ne pas me faire disputer quand j'ai fait une bêtise. Alors tu demanderas pardon à Jésus, et il te pardonnera, parce que sa bonté est infinie. Mais il faut lui promettre d'être toujours sage et obéissant. Une semaine après cette édifiante conversation, ma nourrice m'envoya à la boulangerie acheter de la farine et de la levure en me confiant son porte-monnaie. Sur le chemin, croisant des camarades, je m'arrêtais pour jouer avec eux sur un tas de sable. C'est en revenant à la maison que je me souvins que j'avais oublié et la commission et le porte-monnaie posés près de moi sur le tas de sable. Je courus désespéré car ma nourrice, bien que n'étant pas méchante, était très sévère, avec ses propres enfants comme avec les autres. Tout en courant dans le crépuscule, j'implorais Jésus. Faites que je retrouve le porte-monnaie, je vous en supplie, faites que je le retrouve. Le miracle, c'est que je l'ai retrouvé là où je l'avais posé, sur le tas de sable. Depuis ce jour, j'ai cru d'abord enfant, en Jésus-Christ, puis plus tard en l'Éternel. Nous nous sommes quittés à l'amiable, et Jésus ne m'en a jamais voulu d'avoir changé d'impresario. Lazare prie à la synagogue. Mon Dieu, fais que je retrouve un petit magasin bien placé pour y vendre mes caleçons molletonnés. Il faudrait que je trouve 20 millions. Il me manque 20 millions pour cette affaire. Un schnorrer, mendiant, l'ayant entendu faire sa prière sous son talet, châle que les Juifs ont sur les épaules pendant la prière du matin, il se met à côté de Lazare et demande à son tour. Mon Dieu, fais que je trouve seulement 10 francs pour m'acheter un sandwich cachère et pas cher. Seulement 10 francs pour m'acheter un sandwich. Tiens, lui dit Lazare, furieux et troublé dans sa prière, voilà 10 francs, va t'acheter un sandwich, et laisse l'Éternel se concentrer sur moi. Nous étions souvent réveillés la nuit par les tirs anti-aériens. Parfois les bombardements étaient si proches que nous courions nous aplatir dans le bois avoisinant. Il nous arrivait d'apercevoir dans le ciel une longue traînée de feu qui descendait lentement vers le sol. Un bombardier anglo-américain touché à mort. Un jour, peu de temps avant la libération, un tank allemand vint écraser les plates-bandes du jardin. Le mari de la nourrice, indigné, sortit brusquement de chez lui, s'appuyant sur sa béquille d'une main et tenant sa fourche de l'autre. Il se mit à houspiller les servants du tank, les menaçant de sa fourche, avec une totale inconscience. Le plus incroyable, c'est que le tank se mit en branle et alla stationner dans un champ voisin. Comme il n'en bougeait plus, son canon pointé vers la maison, toute la journée se passa à préparer notre évacuation en catastrophe. Puis, en fin d'après-midi, le tank se mit en marche et disparut. Lorsque les Allemands évacuèrent le village, le bruit courut qu'ils vendaient tout, savon, draps, lingerie, marchandises qu'ils avaient dû piller quelques bourgs plus loin et qu'ils revendaient à bas prix. Je me souviens que les braves gens faisaient la queue sur la place pour leur acheter tout ça. Un feldgendarme arriva sur sa moto et lança un ordre. Ils plièrent bagages, au grand regret des retardataires. En guise d'adieu au village, des soldats firent exploser une douzaine de grenades dans le bassin de la place. On retrouva les poissons morts, flottant à la surface de l'eau. 1 heure après leur départ, des civils armés de pistolets, brassards au bras, investirent les lieux. Des drapeaux tricolores commencèrent à apparaître aux fenêtres, pas pour longtemps. Une rumeur annonçant un retour des Allemands, tous ces drapeaux disparurent. En fait d'Allemands, c'étaient les premiers éléments de l'armée américaine qui faisaient leur entrée au village. Presque aussitôt, les règlements de compte commencèrent. Je me souviens de cet homme qui fut conduit, ligoté dans une cave de la mairie, et que tout le monde venait voir pour lui cracher dessus à travers le soupirail, de ces jeunes femmes amenées sur la place, assises sur une estrade, et tondues. 3 jours plus tard, mon père est venu me chercher. Juché sur un camion, nous avons regagné Paris dans sa nouvelle demeure, une pièce de 16 mètres carrés, sans eau, au 6e étage, toujours le 6e, du faubourg Saint-Denis. Le soir, montaient des cafés et des airs de bal musette, au rythme desquels des couples valsaient sur la chaussée pour fêter la victoire. Pendant que mon père préparait le dîner, heureux de me savoir près de lui, moi, je me demandais comment j'allais pouvoir m'y prendre pour qu'il accepte de me laisser descendre jouer dans la rue. Mon pauvre papa ne savait pas que j'allais plus d'une fois lui faire monter sa tension.